Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit Fabrice Bonifay, directeur RSE du groupe Bouygues, mais aussi président du Collège des directeurs du développement durable, ou C3D, et administrateur au sein du Shift Project. Avec Fabrice aujourd'hui, on va parler de la nécessaire transformation que doit faire la RSE. Ces 10 dernières années, la RSE a encore trop souvent été un sujet annexe qui n'a pas permis d'entraîner suffisamment de changements profonds. Et il est temps de pousser désormais une RSE plus transformante et radicale. Bonjour Fabrice, j'espère que tu vas bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas? Je suis Fabrice Bonifay, le directeur développement durable du groupe Bouygues, président du Collège des directeurs développement durable, le C3D, et puis aussi administrateur du Shift Project. Ok, super. Trois rôles qui se complètent bien. Tu as évoqué le C3D en deuxième rôle. Est-ce que tu peux nous le présenter un peu plus, nous expliquer la genèse du C3D, son fonctionnement et les principaux accomplissements de ces dernières années? Le C3D, c'est une association de professionnels de la RSE qui sont dans leur entreprise en charge de cette question. C'est né à la sortie du Grenelle de l'environnement il y a une quinzaine d'années, lorsque les premières régulations à propos de la RSE sont nées et qu'il y a eu des premières obligations faites aux entreprises de rendre des comptes sur leurs externalités négatives notamment, donc tout ce qui était rejet dans l'eau, rejet dans l'air, rejet dans le sol, toutes les questions liées aussi au social. Donc il y a eu cette première vague de régulation qui est arrivée, qui a été suivie, c'était l'article 225 du Grenelle 2, puis ensuite il y a eu un peu plus tard la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, et puis là on est dans un momentum particulier avec l'arrivée de la CSRD. Alors, une grande partie du travail des responsables RSE, c'est déjà de respecter ces régulations. Mais l'essentiel, c'est surtout d'accompagner les entreprises dans l'évolution de leur modèle d'affaires pour aller vers des modèles d'affaires plus durables. D'ailleurs, on parle maintenant de durabilité des modèles. Et l'une des missions que les responsables RSE ont, c'est précisément de faire évoluer les modèles d'affaires des entreprises pour prendre en compte les limites planétaires. Et donc au C3D, on travaille sur ces sujets. On est un peu plus de 320 entreprises maintenant dans cette association. On travaille par workshop en fonction des thématiques de la RSE, qui recouvre quand même des spectres très très larges. Et dans les livrables, outre les résultats de ces groupes de travail thématiques, on produit des études. On a des études thématiques en fonction des divers sujets, mais aussi on a produit un MOOC qui est très populaire, qui est un MOOC dédié à la réinvention des modèles économiques. On organise des conférences, des podcasts à l'attention de nos membres, mais au-delà, parce qu'en fait, on travaille aussi avec nos communautés, au-delà même des membres du C3D, parce que tout est en open source au C3D. Et puis, on essaye aussi de faire un petit peu d'influence pour essayer de faire évoluer les comportements des décideurs et les comportements des citoyens tout court, pour leur faire prendre conscience du fait qu'il va falloir quand même qu'on modifie nos modèles de société, nos modèles de vie, si on veut poursuivre l'aventure terrienne. Voilà, c'est ça le C3D. Très clair. Ça fait un beau panorama pour tous ceux qui ne connaissaient pas ou ceux qui connaissaient de loin sans forcément avoir encore creusé le sujet. Ce qui est intéressant avec le C3D, c'est que tu arrives à faire que des entreprises potentiellement concurrentes travaillent ensemble. C'est vrai que la RSE, ça semble être un sujet qui dépasse souvent les barrières de la concurrence, où la concurrence tombe un peu. Comment tu fais pour faire que les entreprises réussissent à travailler collectivement entre elles sur ces sujets-là? Bon, c'est pas très compliqué parce qu'en fait là, il ne s'agit pas de dévoiler de secrets de fabrication, de quoi que ce soit. On travaille sur des modalités d'organisation et comment adresser en fait les réponses qu'on doit faire à ces exigences réglementaires qui sont les mêmes pour tout le monde. Et les réponses sont un peu les mêmes pour tout le monde également. C'est prendre en compte des choses qu'on ne prenait pas en compte avant, c'est-à-dire prendre en compte la trajectoire de décarbonation, prendre en compte de prendre en compte le fait que les entreprises vont devoir exercer moins de pression sur les milieux naturels, donc notamment
tout ce qui est utilisation de matières premières, utilisation de l'eau, et donc la façon d'adresser ces enjeux, les droits humains également, bah, ça passe par de l'évolution des modalités de fabrication, d'adopter des modèles circulaires, plus circulaires que par le passé, d'abandonner donc des approches écocides linéaires, d'extraction, de fabrication, ensuite d'utilisation ensuite de destruction des produits. Donc ces nouvelles approches qui sont plus circulaires exigent plus de collaboration entre acteurs, donc dans toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire du donneur d'ordre jusque avec les sous-traitants et les partenaires. Et tout cela, en fait, c'est des choses qui sont transposables dans la quasi-totalité et même la totalité des secteurs d'activité. Donc au C3D, on ne parle que de ça, on ne parle que d'organisation, de maîtrise du risque, de méthodologie pour arriver à mettre en place ces trajectoires, et on ne parle pas de finalité commerciale ou de secret de fabrication de ceci ou cela. Donc on est sur des approches système, et sur les approches système, il n'y a pas de notion de concurrence à avoir. C'est comment mieux adresser un risque, tout simplement, et on a tout intérêt à partager nos savoir-faire dans ce domaine-là, parce qu'on est sur des approches qui sont complètement génériques, et qui se transposent très très facilement d'une entreprise à l'autre. Très clair et très cohérent, effectivement, l'angle de vue et cette approche système-là. Quand on préparait l'entretien l'autre jour, tu étais très critique vis-à-vis des politiques RSE qui avaient pu être mises en place dans les 10 dernières années. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Qu'est-ce qui, selon toi, n'a pas marché dans les RSE des années qui ont passé, et quels sont tous les freins qui ont été rencontrés par ces politiques RSE-là? Bah, je suis moins critique des politiques RSE en tant que telles que les décisions de la régulation. En fait, la régulation a été pas suffisamment ambitieuse pour qu'on ait des politiques RSE ambitieuses. Donc c'est ça, c'est là-dessus que je suis critique, en fait. Hein. C'est que aujourd'hui, on nous a demandé très très longtemps de compter le carbone. Ça fait longtemps qu'on nous le demande, hein, depuis 2012. Mais compter le carbone, ça ne veut pas dire réduire le carbone. C'est en ça que je suis critique. Donc l'objectif, c'est pas de le compter, c'est de l'éliminer. Donc on a eu des objectifs, enfin des régulations sur des garanties de moyens, sur de la comptabilité, sur de la quantification, alors qu'on aurait dû avoir beaucoup plus tôt des exigences de réduction, de garantie de résultats. Et c'est pas ce qu'on a eu. Donc de fait, les entreprises ont répondu aux exigences, mais ça n'a pas changé véritablement leur façon de créer la valeur. Donc on va avoir besoin de régulations plus fortes en termes de garantie de résultats dans le futur, si on veut vraiment infléchir des trajectoires qui sont clairement pas compatibles avec les conditions de la vie sur cette terre. Donc c'est en cela que je pense que le législateur a un peu failli, et même beaucoup, parce qu'on arrive à un momentum qui est quand même tout à fait singulier, où on a explosé 6 des 9 limites planétaires, et qu'on continue de tolérer qu'on puisse créer la valeur économique tout en détruisant de la valeur écologique, ce qui n'a pas de sens, parce que quand il n'y aura plus de valeur écologique, il n'y aura plus de valeur économique. Donc il est temps de se resynchroniser, en fait, avec ces fameuses limites planétaires dont on dépend la survie de l'humanité, hein, tout simplement, et d'intégrer dans les modèles économiques des entreprises les conditions au coût de maintien de la bonne santé des systèmes écosystémiques, la capacité de renouvellement des ressources, notamment les ressources renouvelables, parce qu'on n'arrive même pas aujourd'hui à garantir le renouvellement des ressources renouvelables. Hein. Il faut voir ce qui se passe au niveau de la surpêche dans les océans, ou la destruction des forêts primaires. Donc tout ça, c'est juste impossible de continuer comme ça, parce que si on continue de saturer l'atmosphère en CO2, si on continue d'utiliser d'une façon irrationnelle l'eau potable, etc., bon, bah, on va s'apercevoir que l'argent n'est pas comestible. Donc ce qui est important maintenant, c'est de réancrer l'économie, au sens noble du terme, dans l'écologie, et dans la biocapacité planétaire à produire suffisamment de ressources pour nous permettre de payer les salaires, mais pas au détriment de son bon fonctionnement, parce que si on altère et si on continue à altérer le bon fonctionnement des services écosystémiques, eh bien l'économie va s'arrêter. Je suis 100% aligné avec toi sur tous ces éléments-là. Il faut une régulation beaucoup plus forte, il faut un changement qui soit radical.
Si on se projette sur les 3 à 10 années qui viennent, c'est quoi ta vision de cette RSE des 3 à 10 années qui viennent? Qu'est-ce qui va changer? Surtout, qu'est-ce qui doit profondément changer? Bon, écoute, je suis pas Madame Soleil, hein, je ne sais pas ce qui va se passer concrètement. Je sais une chose, c'est que la CSRD est en train d'arriver dans les entreprises, hein, donc il faudra du temps pour qu'elle s'installe, pour qu'elle soit comprise, pour qu'elle soit digérée, etc. Je pense que c'est une bonne régulation qui a été un peu édulcorée dans ces dernières versions. C'est bien dommage, mais enfin qui va quand même exiger de la part des entreprises qu'elles identifient leurs enjeux les plus matériels et en double matérialité, ce qui est quand même une bonne chose par rapport à l'approche anglo-saxonne, parce que donc il va falloir que l'entreprise évalue les impacts qu'elle génère dans le cadre de ses activités, les impacts positifs, mais aussi les impacts négatifs, et qu'elle sache quantifier en euros les mesures pour pouvoir les diminuer. Là, il n'y avait pas d'obligation jusqu'alors de faire ce travail-là. Maintenant, les entreprises vont devoir le faire pour respecter la loi. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va les responsabiliser sur le fait que elles vont prendre conscience que oui, elles créent la valeur économique, certes, mais elles créent aussi des impacts en même temps qui sont négatifs. Et donc, elles doivent le corriger. Elles doivent corriger ces façons de produire qui ne sont pas toujours compatibles avec les limites planétaires. Et donc, la matérialité financière, quant à elle, doit aussi, bien sûr, être prise en compte parce que, bon, on a tellement pollué ces dernières années qu'il y a déjà des manifestations associées à l'émergence de ce qu'on appelle les risques physiques, hein. Le changement climatique produit aujourd'hui des dérèglements climatiques qui altèrent le bon fonctionnement de certaines entreprises, notamment celles qui dépendent du vivant, hein. Dans l'agriculture, on voit les sécheresses, les canicules, tout ça, ça a des effets sur les rendements agricoles. Et puis les canicules à répétition, etc. Bon, ben là aussi, ça perturbe notablement d'autres secteurs d'activité, comme le transport notamment, ou l'énergie. L'agriculture aussi, hein, d'ailleurs, hein, sur la partie d'irrigation. Et tout ça, ça commence à peser sur l'économie de certaines entreprises. Et l'assurabilité du monde, d'ailleurs, dans un monde qui se réchauffe, n'est plus garantie. Et quand l'assurabilité du monde n'est plus garantie, c'est des secteurs qui disparaissent parce que lorsqu'on ne peut pas assurer quelque chose parce que le risque est trop grand, bien entendu, il n'y a plus un seul investisseur qui va mettre des billes dans des business qui ne sont pas assurables. Donc, je crois que ça avait été dit il y a quelques années par l'ancien patron d'AXA qu'un monde à plus 3-4 degrés n'était plus assurable et donc n'était plus viable. Et on n'en est pas si loin que ça finalement aujourd'hui, avec un réchauffement moyen qui est aux alentours de 1,5 degré. C'est très clair. Et tu t'évoquais au début de la réponse à cette question-là, le sujet CSRD sur lequel t'es passé rapidement. Nous, on le voit, enfin, la plupart des entreprises semblent être prises de court par ce sujet CSRD et tout le monde s'affole un peu. Ce serait quoi, toi, tes conseils là-dessus? Comment, selon toi, elles doivent prendre le sujet et qu'est-ce qu'elles doivent prioriser? Bon, prise de cours. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle régulation dans une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est toujours des cris d'orfraie. Oh, on va pas y arriver, la bureaucratie, etc. Bah oui, ça, j'ai connu ça plusieurs fois dans ma carrière. Puis après, les gens prennent le temps de comprendre comment ça fonctionne, puis ça se digère assez facilement. Et puis là, ça va se digérer assez facilement aussi. C'est pas tellement la régulation qui va poser problème aux entreprises, hein, c'est les conséquences de ce qu'elle sous-tend, c'est-à-dire que la régulation, CSRD, c'est une incitation, une invitation, plus qu'une invitation, même presque une obligation à revoir son modèle d'affaires. Donc c'est pas la CSRD qui pose problème en tant que telle, c'est les conséquences que ça va générer en termes de reconfiguration des modèles d'affaires. Parce que appliquer la CSRD sans changer le modèle d'affaires, ça pourra être possible, mais parce que c'est une garantie de moyens. Et là, c'est pas encore une garantie de résultat, la CSRD, mais ça servira à rien. Donc soit on a deux grilles de lecture possibles, hein, soit on l'applique en faisant semblant, soit on l'applique comme un guide pour accompagner l'entreprise dans sa transformation de son modèle. Et là, c'est une bonne lecture de la CSRD. C'est celle-là qu'il faut avoir. Hein. C'est pas simplement essayer de mettre des choses dans des cases comme on a pu le faire avec les régulations antérieures. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Il faut au contraire faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire, identifier ses enjeux les plus matériels. Bon, ça se fait avec les parties prenantes, bien entendu. Hein. C'est pas l'entreprise toute seule qui doit décider qu'est-ce qui est matériel ou pas matériel. D'ailleurs, la CSRD précise bien qu'il doit y avoir un dialogue qui s'instaure avec les parties prenantes pour les faire émerger. Et puis à partir du moment où l'entreprise connaît ses enjeux les plus matériels, ça sera forcément le carbone, mais ça peut être le carbone plus l'eau, plus la biodiversité, plus je sais pas quoi, pour la partie environnementale. Puis pour la partie sociale, ça peut être le problème des droits humains, le salaire décent, ça peut être le handicap. Je sais pas. Chaque entreprise a ses propres enjeux matériels.
Bah là, la CSRD demande quoi? Bah, demande tout simplement comment vous allez faire pour vous améliorer, hein, tout simplement. Donc c'est de définir des trajectoires. Le but, c'est pas de faire tout en même temps, parce que de toute façon, c'est pas possible, mais de définir des trajectoires qui doivent mener à des progrès que l'entreprise doit se fixer elle-même, les niveaux de progrès qu'elle se fixe, c'est-à-dire les cibles. Et le législateur, via un commissaire aux comptes, ira voir une fois par an si le plan d'action qui a été défini est effectivement mis en place, si les moyens qui avaient été identifiés ont été donnés, les moyens humains, les moyens financiers, et si les résultats obtenus sont là. Et c'est sur la base de ça que le commissaire aux comptes établira la confiance qu'il a dans le système de management qui aura été mis en place pour adresser les solutions face aux enjeux les plus matériels. Donc tout ça, ça va se mettre en place petit à petit. Et je pense que ça instaure dans l'entreprise une boucle d'amélioration continue qui permettra aux entreprises les plus sincères, encore une fois, de se transformer véritablement et de ne pas rester sur une approche de redevabilité telle qu'on l'a connue avec la DPEF, mais sans changement de modèle. La redevabilité sans changement de modèle, ça ne sert à rien. Le but, c'est d'être transparent, mais de démontrer que le modèle évolue pour aller vers des approches beaucoup plus circulaires et beaucoup moins impactants en fait sur les écosystèmes. Et Fabrice, dans les enjeux matériels que tu évoques, que tu as évoqué rapidement en lien avec la CSRD, un des enjeux matériels qui est souvent identifié par les entreprises, c'est effectivement l'enjeu carbone. Euh, c'est sûr, un des enjeux principaux des années qui viennent, c'est aussi l'enjeu de la décarbonation. Selon toi, il faut prendre ce sujet par quel bout, sachant qu'il est déjà très large, et il vaut mieux se donner quel horizon de temps pour les plans d'action, plutôt 2030, 2050, encore plus loin? Bah, on est déjà tellement en retard. C'est que c'est pas à nous de fixer, enfin c'est pas aux entreprises de fixer le rythme, hein. C'est les scientifiques qui nous ont donné la target. La target c'est 1,5 degré. Bon, ça fait rire tout le monde maintenant, mais bon, il faudrait ne pas dépasser les 288 gigatonnes de CO2 du budget carbone pour rester en dessous de 1,5 degré. Bon, au rythme actuel des émissions, on sait très bien qu'on va largement, hélas, arriver à ce seuil bien avant 2100, hein, avec 70 ans d'avance. C'est juste dingue. Et donc la vitesse à laquelle les entreprises doivent aller, c'est le plus vite possible, hein. Donc on doit aller le plus vite possible à la neutralité carbone planétaire. On n'a pas le choix, parce que chaque dixième de degré supplémentaire, ça sera des calamités en termes de dérèglement climatique en plus, c'est-à-dire en fréquence et en gravité. Donc avec des boucles de rétroaction dont on n'a pas encore complètement pris la mesure, parce que c'est difficile de prévoir ce qui va se passer exactement, mais on sait que déjà rien qu'avec 1,2 degré, on voit déjà le bazar que ça crée. Alors on se dit, bah là, si on continue, à quoi ça va ressembler, quoi. Surtout que tout ça, c'est pas linéaire. Donc l'objectif de l'entreprise, si elle avait pleinement conscience qu'il n'y aura plus d'entreprise si jamais le monde devient une étuve, c'est-à-dire que si on arrive à des niveaux de réchauffement moyen qui sont complètement incompatibles avec la vie sur Terre, eh bien, il faut décarboner le plus vite possible, le plus vite possible. C'est urgentissime. Donc, c'est en pourcentage entre 5 et 8% par an d'émissions brutes en absolu qu'il faudrait pouvoir diminuer pendant 60 ans si on veut avoir une trajectoire crédible. Hein, donc, 8%, ça veut dire en prenant en compte l'éventuelle croissance organique de l'entreprise. Et on n'est pas sur des approches en intensité, hein, je le répète, on est sur des approches en absolu. Donc voilà, ça c'est ce type de trajectoire qui sont les trajectoires les plus crédibles du point de vue de la science. Tout le reste, c'est du greenwashing. Ça a le mérite d'être clair et net. On le sent dans tout le discours que tu portes au fur et à mesure des questions. Il faut que ça aille vite, il faut que ça aille loin, il faut que ça aille beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. La question qui suit, je connais déjà la réponse à la première partie. Et la première partie, c'est est-ce qu'on peut faire réellement de la RSE si on ne travaille pas à changer son modèle d'affaires? Ça, je sais déjà vers quoi tu vas tendre. Mais du coup, ce qui sera intéressant, c'est la deuxième partie plutôt de la question. C'est est-ce que tu connais des entreprises qui, aujourd'hui, ont déjà réussi à transformer leur modèle d'affaires? Et si oui, comment elles ont fait? Oui, ça c'est sûr que c'est pas de ma part, c'est pas une révélation absolue de dire oui, il n'y a pas de changement de modèle d'affaires. Si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu, c'est-à-dire pas grand-chose sur le plan de la durabilité.
Donc, oui, il ne peut pas y avoir de transformation, de transition, j'aime pas ce mot transition, mais de transformation sans modifier le modèle d'affaires, ça c'est clair. Et s'il y a des entreprises qui sont arrivées, si on prend un continuum entre 0 et 100, entre 0, l'entreprise la plus cynique, la plus écocide, et 100, l'entreprise la plus vertueuse, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs, bon, il y a, sur ce continuum de 0 à 100, on peut positionner toutes les entreprises du monde, hein. Donc il y en a certainement beaucoup plus entre 0 et 10 que entre 90 et 100. Ça, c'est une évidence parce qu'on est sur des approches qui sont majoritairement linéaires aujourd'hui, d'extraction, de production, d'utilisation, de destruction, alors qu'on en a très très peu qui sont plutôt sur des modèles de durabilité absolue, c'est-à-dire de fabrication de produits à durée de vie très 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 longue, avec des possibilités en cours de route de réparer, d'upgrader le produit pour le faire durer le plus longtemps possible, donc pour éviter toute la partie des émissions liées à la fabrication et de l'extraction des matières premières. Parce qu'en fait, il faut sortir de cet extractivisme qui est délétère à la fois pour la biodiversité et pour le carbone, parce que c'est essentiellement dans cette période-là de la vie du produit que sont émises l'essentiel des émissions pour la plupart des produits. C'est pas pendant le fonctionnement. Alors, c'est pas vrai pour certains produits, bien sûr, mais pour beaucoup de produits, c'est ça. Et donc tout l'idée, c'est d'aller vers une économie de l'usage, hein. On le sait, hein, c'est moins de produits, beaucoup moins de produits, mais des produits plus robustes, qui durent plus longtemps et qui sont utilisés par plus d'utilisateurs en fonction de la demande d'utilisation. Donc le prix sera fixé en fonction de la demande d'utilisation à certains moments de la journée, de l'année, de la semaine, etc. Donc le lissage se fera comme ça. Et à partir du moment où on aura moins de produits, mais que les produits seront plus utilisés, bah forcément, on va diminuer d'une façon drastique l'empreinte carbone parce qu'on va en fabriquer beaucoup moins des produits. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et ça permettra de continuer de bénéficier de ces produits en termes de confort matériel ou de confort d'usage. Donc le but, c'est pas de ne plus utiliser ce type de produit, hein, enfin certains types de produits, certains oui, mais d'autres non, mais d'en fabriquer beaucoup moins. Donc c'est ça en fait qu'il faut arriver à faire, mais là où il faut faire preuve de discernement. Fut un temps, on pouvait faire des choses très très utiles et puis des choses très très futiles en même temps, parce qu'on avait cette inconscience du monde fini dans lequel on est. Autant aujourd'hui, compte tenu du temps qui nous reste et de l'importance de la marche à franchir en matière de décarbonation, ce qui doit continuer d'exister, donc on doit se contenter de verdir l'essentiel. On ne pourra pas verdir l'essentiel et le non essentiel, c'est pas possible. Le non essentiel, il faut le diminuer tout simplement, voire le ralentir, en tout cas c'est sûr, et probablement à terme le supprimer. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les entreprises qui fabriquent des biens, des services qui sont pas très 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 indispensables, doivent réfléchir à shifter, à évoluer, à fabriquer des produits qui demain auront une utilité sociale et environnementale qui sera plus affirmée, mais continuer de fabriquer des baskets connectées ou des niches, enfin bon, il y a 1 million de produits qu'on a en tête, qu'on se dit, bon, s'ils n'existaient pas, ça changerait pas grand-chose au fonctionnement de l'humanité. Soit parce qu'ils sont surabondants, soit parce qu'ils répondent à des produits qui répondent à des attentes qui ne sont pas complètement essentielles. Donc chaque entreprise doit faire le tri dans son portfolio de solutions sur le caractère essentiel et non essentiel des produits qu'elle fabrique. Effectivement, et la marche à franchir est encore énorme là-dessus. Tu le disais, il reste peu de temps pour agir. Il faut agir vite, et donc on a besoin de tout le monde pour faire ça. Ce qui me fait une transition parfaite pour la dernière question que je voulais te poser. Toutes les personnes qui peuvent déjà agir et avoir un impact important, ça va être au niveau des responsables RSE. On en a pas mal qui nous écoutent aujourd'hui notamment. Si tu devais donner 3 conseils à ces responsables RSE qui nous écoutent pour qu'ils arrivent à enclencher ce changement de paradigme dans leur entreprise et réussir à faire passer la RSE de quelque chose de sympathique à quelque chose de réellement transformant, qu'est-ce que tu leur dirais? Ouais, enfin, je suis pas sûr que les cartes soient dans les mains des responsables RSE, hein. Les responsables RSE, c'est des lanceurs d'alerte. Enfin, les plus courageux d'entre eux devraient agir en tant que tels, mais ils n'ont pas le pouvoir hiérarchique pour changer quoi que ce soit dans le modèle d'affaires, hein. Ça, c'est les actionnaires, hein, qui doivent décider ça.
et qui doivent donner cet objectif aux directions générales des entreprises. Donc voilà, donc le rôle d'un responsable RSE, c'est surtout de dire la vérité de la science. C'est ça son rôle déjà, c'est déjà très bien s'il fait ça, hein, ou si elle fait ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes dans cette corporation, ce qui est une bonne chose. Et à partir de là, ensuite, une fois qu'il y a une volonté politique exprimée au plus haut niveau, parce qu'un escalier, ça se balaye par le haut, hein, son rôle, c'est de travailler avec les opérationnels sur la façon dont on crée la valeur. Donc encore une fois, je crois que c'est important d'insister, comment sortir de l'extractivisme, comment sortir des produits jetables, comment sortir de l'obsolescence et comment entrer, parce que c'est ça le but du jeu, dans la fabrication et la mise à disposition de produits et de solutions ultra durables, ultra réparables et probablement conçus avec des technologies qui vont pas être obsolètes tout de suite. Donc là aussi, il va falloir qu'on fasse preuve d'ingéniosité pour garantir une durée de vie beaucoup plus longue des produits. C'est la seule chose qu'on doit faire pour éviter de continuer de venir taper dans des ressources primaires qui sont aujourd'hui pas suffisantes pour soutenir les modèles d'affaires des sociétés d'aujourd'hui. Donc l'approche volumique, l'approche quantitative qui a été la nôtre pendant des années doit laisser la place à une approche beaucoup plus qualitative, plus partagée, plus mutualisée, de manière à ce qu'on puisse continuer, j'insiste là-dessus, de pouvoir utiliser ces différents produits, mais avec une approche beaucoup plus parcimonieuse dans l'utilisation des ressources pour les fabriquer et pour les mettre à disposition. Ça, c'est un enjeu considérable, et ce passage à l'économie de la fonctionnalité, il est indispensable. Il est indispensable à court terme. Donc, il faut tout changer, hein, le marketing, il faut changer la conception, il faut changer la mise à disposition, il faut changer le pricing, il faut tout changer. C'est un travail qui est tout à fait considérable et on a extrêmement peu de temps pour le faire correctement. Merci beaucoup Fabrice, c'était passionnant, avec des messages à la fois très forts sur la radicalité dont on a besoin aujourd'hui. J'espère que tous ces éléments que tu as abordés, les éléments clés et les messages d'urgence que tu as fait passer seront perçus par les personnes qui nous écoutent. Et j'en profite pour inviter toutes les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient investir leur entreprise dans ces cercles de réflexion, à du coup aller se renseigner sur le C3D pour éventuellement l'intégrer et pouvoir partager avec toutes les entreprises qui sont déjà impliquées sur ces cercles-là. Je te dis encore une fois un grand merci Fabrice et à bientôt. Merci Baptiste, au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast Leader RSE du jour, j'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao.